Asparagus, c'est le roman équidistant entre Selva et Délaissé peut-être. C'est presque Selva 2, pas tout à fait. Euh, c'est l'entrelacement de plusieurs projets et qui donnait lieu à peut-être la fin, après 10 ans, des romans de mes aventures guyanaises. Après Selva, Bleu Note et puis quelques épisodes éparpillés dans les autres livres. C'est peut-être, j'espère, le point final aux aventures de Rod Royal. Le narrateur, Rod Royal, Rod s'était pris. Le nom, je l'avais pris dans un roman de Donald Westlake, dans un polar. Et c'est en fait Rod Royal, qui est un aspirant médecin. Donc c'est une pièce rapportée. Un intellectuel pas très courageux qui se retrouve parachuté, c'est le cas de le dire, dans un régiment de la Légion étrangère pour y réaliser son service militaire. Et qui donc trouve là des motifs, quoi. Un motif parfait d'exotisme et de décalage adéquat pour pouvoir montrer un peu j'ai pas une certaine, c'est pas une inquiétante étrangeté, mais c'est-à-dire le personnage central est tellement en décalage avec son milieu de vie ça permet à travers le côté anecdotique qui est le vernis, peut-être de révéler des choses sur l'humain, sur le langage. Voilà. C'est un personnage qui a permis comme ça de réaliser une espèce d'autobiographie fantasmatique et de rompre avec les frontières de l'écriture, entre roman d'aventure, roman d'introspection, autofiction, qui pour moi sont des termes qui n'ont pas beaucoup de valeur. Donc c'était l'occasion, c'était un motif parfait pour moi pour explorer et la langue et les connexions interhumaines. Le roman, quoi. C'est un médecin qui se sert à la fois de son métier. Son métier est quasiment un paysage, un territoire qui lui permet d'expérimenter, d'explorer quelque chose qui a à voir avec une comédie humaine. Donc c'est un peu un lieu hostile, extrêmement étranger, un prétexte qui est la médecine qui sert d'outil pour l'explorer et l'écriture pour rendre compte de ce petit dispositif. Il y a une amitié qui ne s'est pas réalisée, on peut dire ça comme ça, et qui permet aussi de se projeter de manière fictionnelle dans ce sujet merveilleux qui est l'amitié. Et je m'étais rendu compte, entre autres lacunes, que dans Selva, je n'avais jamais évoqué un aspirant vétérinaire très gouailleur, très vivant, qui avait perdu la vie assez vite en contractant une infection là-bas. Et donc, ce livre-là, Asparagus, l'asparagus est le nom de ce personnage fictionnel, puisqu'en fait, c'est une amitié non réalisée. C'est un comblement, alors c'est un comblement par rapport à Selva, c'est difficile à dire. Selva, c'était le sujet, c'était la Légion, le sujet, c'était le décalage. C'était un repas,
dans lequel le narrateur est un créateur, est un artiste presque placé au niveau d'une performance. Asparagus est beaucoup plus nonchalant. Et la Légion sert, à mon avis, plus de fond d'écran pour développer d'autres thèmes qui n'étaient pas abordables dans Selva, différemment. Donc après, ça a été mûri différemment. Peut-être que j'ai peut-être pas fini avec ça. Bah, j'essaie. Alors, le problème dans l'écriture, moi, je ressens assez vite et parfois péniblement la manière dont moi-même, hein, mais dont l'auteur mène le lecteur de manière parfois trop didactique vers son récit, presque par le bout du nez, mais lui montre trop le chemin. C'est-à-dire que parfois je trouve qu'il y a un peu trop de, c'est pas de la rhétorique, mais trop de ciment, trop de liant sur, par exemple, des passages qui sont un peu, pour moi, affaiblis par la nécessité que ressent l'auteur de décrire ce qui va se passer, ou de rajouter une phrase explicative, alors qu'on peut lire une lettre de manière un peu littérale, juste en essayant de glisser un petit décalage qui fait qu'on on nous la glisse presque sous les yeux. Et je trouve ça ça donne plus de liberté au lecteur finalement que le paragraphe introductif qui va expliquer qu'il tient dans sa main une lettre ou quelque chose, et où on est parfois, moi en tant que lecteur, parce que c'est un lecteur qui écrit, en tant que lecteur, j'ai parfois frustré de la manière trop pédagogique à laquelle on m'entraîne dans un récit. Donc j'aime bien essayer de rester un côté, c'est mon côté art brut, côté un peu, c'est naïf sûrement de dire ça, mais de garder un peu de spontanéité et d'enlever un peu de savoir-faire. La poésie, c'est mon, je suis très ingrat vis-à-vis de la poésie. La poésie, pour moi, c'est un immense chantier de liberté. C'est une friche dans laquelle le langage peut s'exprimer librement. Donc elle a des contraintes formelles parfois remarquables et rigoureuses, mais c'est vraiment un espace, pour moi la poésie, c'est l'espace de liberté par excellence. Donc moi je me sens pas poète dans le sens où je n'ai jamais eu l'impression d'écrire de la poésie. Pourtant j'en lis beaucoup, et je lis beaucoup de tout en fait. En fait, je pense que, alors ça c'est quelque chose auquel je tiens, je lis un peu tout au même niveau, même si je ne donne pas la même valeur à tout ce que je lis, mais des textes scientifiques, journalistiques, littéraires, la philosophie, la poésie, etc. Moi, je phagocyte, vraiment, je m'empare de tout ce que je peux, et je ne mets pas de hiérarchie dans l'intérêt d'un énoncé ou d'un texte. Alors la poésie, c'est plus dans l'invention, la liberté que j'y trouve et qui me frustre parce que souvent vraiment j'aime les racontars. Je pense au terme racontard comment il s'appelle le racontard John Ryle. Voilà, moi, écrire un livre, c'est comme ce petit film de Jean Eustache, une sale affaire, une sale histoire, où les gens peuvent vivre ce bataille pour trouver la vérité d'une histoire qui est complètement une utopie, mais qui fait du lien et qui enchante. Donc il y a toujours une affaire de narration, et puis il y a toujours, même si c'est tout à fait un prétexte, j'en suis conscient, mais il y a toujours un fil ou une enquête, il y a toujours quelque chose qui relève qui est prosaïque et qui est peut-être qui n'est pas noble par rapport à la poésie, mais qui est vraiment
l'histoire, le truc. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et qui sert de prétexte. Et dans la poésie, souvent, il y a, il y a beaucoup d'inventions, mais il y a un déni du récit qui me frustre, quelque part. Et dans les livres de poésie que je préfère, il y a souvent un côté épique. On retrouve la narration. Et donc dans ce livre, il y a un livre de poésie qui est inclus dedans, de Blaise Cendrars, mais qui est modestement un hommage que je rends à tout ce que je dois, pour tout ce que je dois à la poésie. Donc la poésie, voilà, c'est quelque chose dont je me sens extérieur, mais dont je me nourris beaucoup. Mais je ne pense pas en faire. Mes petits effets évanescents, d'écho, pour moi c'est du roman, de la prose. Et c'est une contrainte intéressante, je trouve, le réalisme. Moi, je reproche à des amis dont j'admire beaucoup l'écriture d'avoir un mépris absolu pour le réalisme. Et moi, je trouve que c'est une contrainte intéressante, comme si on écrit en alexandrin, c'est écrire, rester réaliste. Mais ça veut dire quoi, rester réaliste? Est-ce que les objectivistes sont plus réalistes que les gens qui font de l'autofiction? Ce qui est intéressant, c'est le point de vue, en fait. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, quel que soit le rapport à la réalité d'un livre, c'est de savoir, même si on n'est pas capable d'en rendre compte, mais c'est de voir d'où on écrit. Même si, alors je ne dis pas qu'il faut être rassuré, c'est tout le contraire. Mais il y a une cohérence, ce qu'on appelle la sincérité, il y a une cohérence. Et alors ça peut être ça peut être hyper réaliste, ça peut être extrêmement abstrait, mais la vérité du livre, elle est dans sa cohérence, et pour moi c'est ça le réalisme. C'est quand le livre est sincère, quelque chose. Donc après, le degré d'imprégnation, de pénétrance dans quelque chose qui ressemble à ce qu'on pense être la réalité, c'est secondaire. Je suis toujours étonné, par exemple, qu'on encense que des personnes qui encensent tous les grands comiques dans l'histoire du cinéma, par exemple, qui est une histoire récente, mais quand même, et des Monty Python à tout ce qu'on veut, le burlesque est un art à part entière dans certaines formes d'art. En littérature, c'est encore très tabou, je trouve. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver des livres qui essaient le burlesque. Voilà. Enfin, quand je dis burlesque, c'est le comique, le comique de situation. Comme par exemple Kafka l'a fait, mais en étant peut-être censuré par l'autobiographie. Elle est fantasmatique et lacunaire, quoi. Elle est incontournable. Dans un livre, on peut faire un livre de science-fiction, on peut écrire ce qu'on veut sur ce qu'on veut. On écrit avec soi, donc l'autobiographie pour moi elle est là. Moi souvent dans le livre je me suis amusé, comme avec ce qu'on appelait le réalisme, c'est de faire l'autobiographie, de m'amuser par exemple comme contrainte, et parfois ça a aidé à structurer un livre, une histoire, à vivre des choses que je n'aurais jamais vécues, par exemple. Donc il y a plusieurs livres comme ça qui ont des thèmes. Délaissé en est l'exemple parfait, où dans Délaissé, je me projette dans la peau d'un médecin tel qu'à l'époque de la rédaction, je m'étais dit que j'aurais pu le vivre, mais que je ne vivrais jamais. C'était quelque chose qui était vraiment un espace où je pouvais m'entretenir avec un possible, avec quelque chose de possible et impossible. Donc l'autobiographie, pour moi, c'est pareil, c'est une friche, c'est
c'est un territoire dans lequel il est difficile de ne pas évoluer. Mais je ne suis pas du tout adepte de l'autofiction, c'est vite vu quand on voit mes livres. Donc c'est très vite délirant. C'est une autobiographie délirante. Et après, toujours le but, c'est que les autres se l'approprient. L'autobiographie de tout le monde. Mais après, voilà, elle est. Alors après, la part d'autobiographie dans un livre comme Asparagus, même moi, j'ai du mal à tracer la frontière entre l'expérience personnelle et le fantasme. C'est comme si un même narrateur avait littéralement vécu tous les livres qui ont précédé. C'est un peu pour placer la fiction, l'autobiographie égale la fiction. C'est un peu s'il y a un message. C'est-à-dire que le narrateur anti-héros revendique tous les récits d'autobiographie fictionnelle que j'ai produits jusqu'à présent. Ce qui est absolument impossible, puisqu'il s'agit de fiction et même de héros incompossibles, enfin qui ne sont pas superposables. Donc là, je joue peut-être à me projeter sur un territoire transfictionnel où le narrateur écrit une autobiographie, mais qui n'est vraie que quand on ouvre les pages. Si le lecteur s'arrête en disant « mais qui parle, qu'est-ce que c'est, est-ce que Fred Léal avait vraiment vécu ça, etc. » Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. La vérité du texte est dans le texte, mais j'espère qu'on ne me demandera pas si, par exemple, tel fait a été vécu ou pas, parce que c'est pas, je ne saurais même pas y répondre. Moi, je suis toujours étonné, c'est comme si à Daniel Buren, on disait « mais est-ce que ce que vous avez fait, c'est vraiment vous ?» C'est un problème de sincérité. Il va dire « oui, si on lui demande son autobiographie, il va dire « je pense qu'il répondrait, c'est ce que j'ai fait, ma vie, voilà, elle est à travers ce que j'ai fait. » Mais est-ce qu'on peut superposer qu'est-ce qu'on va chercher derrière? Alors effectivement, on donne le bâton pour se faire battre quand on parle, quand avec les mots, on décrit des scènes qui peuvent être attribuées de manière plus littérale que les colonnes blanches-rouges à quelqu'un. Mais la réalité, elle est fictionnelle, quoi. C'est comme si on demandait à un auteur de polar est-ce que tout ce que vous avez mis dans vos livres, c'est vous? Oui, bien sûr, mais j'ai tué personne. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable. On est responsable de ce qu'on écrit. Ouais, je ne sais pas comment dire.